Alors, en ce qui concerne Brandy Vaughan, je vais vous lire un article que j'ai franchement beaucoup aimé, que j'avais pas envie de résumer, d'accord, qui est sur le site aimsib.org et qui s'appelle Nancy Vaughan décédée en quelques heures. Ça avait été écrit par le docteur Vincent Réliquet le 13 décembre 2020. Donc je cite son article, je vais vous le lire. L'affaire pourrait devenir monstrueuse. Comment une lanceuse d'alerte de 47 ans en pleine santé et adepte d'un mode de vie impeccable a bien pu mourir en quelques heures à son domicile sans appeler le moindre secours? La thèse officielle retenue serait que son décès est consécutif à une pathologie chronique de la vésicule biliaire. Jusqu'à preuve du contraire, voilà une explication parfaitement stupide. Retour sur le destin d'une femme au courage et à l'engagement exceptionnel, mais qui vécut une partie de sa vie comme un enfer. Bonne lecture. Nancy Vaughan disait « J'ai choisi le courage, j'ai choisi la compassion, j'ai choisi l'intégrité, j'ai choisi la santé, j'ai choisi l'honnêteté et surtout j'ai choisi l'amour. » L'introduction. J'ai croisé Brandy Vaughan à Paris en septembre 2017. Elle avait fait le déplacement pour appuyer la manifestation française réclamant le maintien de la liberté face au projet de loi souhaitant imposer 11 vaccins pédiatriques obligatoires. C'était voulu par l'ensemble des firmes pharmaceutiques produisant des vaccins, donc réclamé avec vigueur par l'ensemble de la profession médicale, grassement entendue par elle. Alain Fischer en tête. Bien que le Collège des professionnels de santé ait voté contre, on rappelle que ce projet fut adopté en séance nocturne et voté par une assemblée nationale quasi déserte. J'étais donc chargée de préparer l'interview française aux côtés de Déborah Donnier et Senta Despuis. Il suffisait de s'entretenir quelques minutes avec Brandy Vaughan pour ne plus jamais pouvoir l'oublier. Bien sûr, elle était d'une beauté rayonnante, mais il y avait dans son regard une dureté presque dérangeante, la manifestation évidente d'une volonté peu commune, mise à l'épreuve d'une vie qui avait déjà été très difficile. Les années au sein du laboratoire MERCK, la catastrophe du VIOXX. Brillante avocate engagée à 25 ans dans le groupe ERC et présentant formidablement bien Brandy Vaughan finit par intégrer les équipes commerciales de la firme dans les années 2000 afin de développer les ventes du futur blockbuster maison baptisé VIOXX, un anti-inflammatoire de nouvelle génération de la classe des inhibiteurs, censé provoquer moins de saignements digestifs que les molécules plus anciennes. Elle croyait, dure comme fer, Brenda, à son VIOXX. Elle s'était même persuadée que la diffusion de cette molécule pourrait sauver des vies. En 2004, c'est la désillusion absolue. On lui apprend que le VIOXX n'entraînait certes pas plus de saignements digestifs, mais était au contraire responsable de phénomènes de thrombose artérielle incontrôlables, susceptibles de provoquer des infarctus du myocarde et à des accidents vasculaires cérébraux assez consommateurs. Ce fut chose faite. Et on a estimé au final à 140 000 le nombre d'infarctus ou d'AVC ayant été attribués au VIOXX pour les seuls USA. Les chiffres pour le reste du monde n'ayant jamais été publiés. C'est ainsi qu'en 2007, MERCK décida de plaider coupable afin d'écourter le scandale et s'acquitta d'une somme record comprise entre 4 et 6 milliards de dollars en règlement des 26 000 plaintes concernant le VIOXX ainsi que des amendes fédérales diverses. Des données falsifiées concernant le VIOXX, mais aussi s'agissant des vaccins pour les enfants. Pour Brandy Vaughan, éprise de vérité et de combat juste, la goutte d'eau qui fit déborder le vase intervint, m'expliqua-t-elle, quand elle comprit que la branche VAX de la firme usait des mêmes dissimulations et bidonnages de résultats que la branche rhumatologie. Que du coup, les victimes n'étaient plus à rechercher parmi les adultes d'âge mûr, mais aussi chez les enfants, voire les nourrissons. Puis elle me demanda si j'avais
si je savais ce que voulait dire acronyme HPV. La question était facile puisqu'il s'agissait de Human Papillomavirus. Le de mer dénommé GARDASIL visant à éradiquer 9 de ces génotypes sur les 200 connus. Elle rit en me disant que je me trompais. Aux USA, cela voulait dire Help Pay for VIOXX. En clair, MERCK avait misé tout son redressement financier sur la diffusion la plus massive possible de son GARDASIL. Quoi qu'il arrive, et peu importer les méthodes, il n'a pas fallu très longtemps aux vigilantes pour mesurer à quel point Brandy avait raison. Pendant que tous les projecteurs de l'actualité sont braqués vers la COVID, le Cococircus, les affaires continuent imperturbablement pour SANOFI et MERCK. Learn the Risk, le projet d'une vie. Quand Brandy Vaughan fit enfin part de son désir de démission à sa hiérarchie, on lui expliqua rapidement que c'était impossible. Mais quand elle ajouta qu'elle voulait à présent défendre les consommateurs contre les accidents thérapeutiques et vaccinaux dans le monde entier, les menaces se firent plus précises. Mais Brandy fonda l'association Learn the Risk. Comme elle l'avait annoncé, et continua imperturbablement à rédiger des articles à charge contre les médicaments défectueux. On pouvait évidemment s'attendre à ce que Brandy n'y utilise pas la langue de bois. On trouve par exemple ceci, s'agissant de la fraude aux anticorps anti-ourliens d'origine animale. La traduction est la suivante, donc je ne vais pas vous la lire en anglais pour vous la lire en français. Le gouvernement américain poursuit Merck depuis plusieurs années dans une affaire privée en cours qui allègue que MERCK a tenté de frauder les États-Unis par le biais d'un programme en cours visant à vendre au gouvernement un VAXX contre les oreillons mal étiquetés, mal présentés, frelatés et faussement certifiés comme ayant un taux d'efficacité nettement supérieur à ce qu'il est réellement. Ou encore ça, pour expliquer la passivité incroyable des CDC et de la FDA à propos des effets indésirables sévères des vax. Les membres du CDC et de la FDA, responsables de l'homologation de la recommandation de VAX sont autorisés à avoir des participations financières dans ces vax. Le CDC accorde des dispenses de conflits d'intérêts à chaque membre de son comité consultatif une année à la fois et permet une pleine participation à la discussion menant au vote de chaque membre. Brandy Vaughan, décidément, fidèle à sa promesse, voulait pourfendre également les médicaments classiques quand elle considérait que le rapport bénéfice sur risque du produit ne pouvait avantager que l'industriel en charge de sa fabrication. Elle repartit à la charge contre le PROPECIA, encore un produit estampillé MERCK et qui eut un succès important aux USA. Brandy Vaughan, fâché MERCK, ce qu'il en coûte. De ce jour, sa vie devint tout simplement un calvaire. Les cambriolages se succédèrent comme les déplacements d'objets à son domicile, mais aussi les menaces de mort par lettres, téléphones, réseaux sociaux, les automobiles brûlant régulièrement dans la rue, mais il fallait raffiner les sévices. Question angoissée de son banquier à l'époque, mais qui avez-vous fâché d'aussi puissant pour qu'il réussisse ces coups de force que je n'ai jamais vus de ma vie? Brandy Vaughan comprend que pour retrouver une vie normale, un éloignement radical des États-Unis devenait nécessaire. Elle posera ses valises et sa famille aux Pays-Bas pendant 8 ans en espérant pouvoir vivre normalement avec son petit garçon, mais sans se taire, sans interrompre le rythme de ses conférences ni ses rédactions d'articles. Le retour aux USA sera difficile, particulièrement parce que son fils, élevé en Hollande, ne possédait pas de carnet de santé et n'avait jamais reçu le moindre VAX. Mais rien ne pouvait déroger à ses principes. Élevé par sa grand-mère, dans l'application d'une stricte règle presbytérienne, elle a très tôt appris à ne pas badiner avec les règles de la morale. Pas d'alcool, pas de drogue et même encore plus
Plus incroyable, bien qu'on puisse trouver son choix très critiquable, pas de médicaments allopathiques depuis plus de 10 ans. Brandy utilisait énormément les réseaux sociaux. Elle y écrivait par exemple ceci, et tout y est, et son absence de pensée suicidaire, son immense attachement pour son fils, son sens de la mission, le démenti quant à son état de santé mentale, sa méfiance systématique des médicaments traditionnels, ses impossibles cambriolages pourtant réalisés. L'idée selon laquelle elle finirait assassinée revenait souvent dans ses courriers, particulièrement la possibilité qu'on tenterait probablement un jour de l'empoisonner. On imagine la force de caractère exceptionnelle que Brandy Vaughan aura dû développer toutes ces années, non seulement pour mener à bien une vie de lanceuse d'alerte, mais aussi pour tenter d'épargner à son fils le spectacle d'une mère angoissée et craignant pour sa vie. Mardi 8 décembre 2020, son fils retrouve Brandy Vaughan décédée à son domicile. Il se dit qu'elle aurait ressenti de banales douleurs abdominales la veille. La veille, c'était le 7 décembre et on ne peut pas dire qu'elle donnait l'air de souffrir de grand-chose. Occupée qu'elle était à communiquer sur Facebook autour des résultats lamentables des VAX anti-grippaux actuels. Peut-être que l'autopsie de Brandy Vaughan apportera quelques lumières à un décès aussi surprenant. Déjà le 12 décembre était avancée la possibilité d'une mort naturelle. Il semblerait que son souhait de faire participer certains légistes de sa connaissance à cet ultime examen n'ait pas été consenti par la justice de Californie. Il nous reste l'image d'une femme rayonnante qui n'a pas eu le temps de vieillir et qui nous montre que les convictions les plus nobles se payent parfois très cher. Nancy eut cette préscience un jour. Donc là, je vous donne le texte d'une publication sur Facebook. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi je m'exprimais contre ces grandes sociétés pharmaceutiques et que j'en souffrais les conséquences majeures, car je me bats pour mon fils et pour l'humanité, et je vais éduquer les gens sur les dangers des produits pharmaceutiques jusqu'à mon dernier souffle. Conclusion. Je remercie du fond du cœur Brandy Vaughan de m'avoir conforté un jour de septembre 2017 dans l'idée que la santé et la médecine ne s'accordaient pas avec une utilisation aveugle de produits de santé défectueux, et ce, quel que soit l'âge, du berceau à l'EHPAD. Merci de ne jamais oublier Brandy Vaughan. C'est signé le docteur Vincent Reliquet et cet article a été écrit en décembre 2020. Voilà, alors cette biographie, je l'ai lue après mon tirage. Je l'avais survolée avant de le faire quand j'ai choisi le thème. J'aurais pu vous faire un résumé beaucoup plus court de sa vie. Mais je pense que la personne qui a le mieux parlé de son combat, c'est bien ce docteur dans son article. Voilà. Donc là, je vais faire le montage et je vais poster cette courte vidéo, enfin 13 minutes de biographie, et ensuite le tirage, et j'espère que le sujet vous plaira. Alors, nous allons passer à la partie tirage pour Brandy Vaughan. Il y a d'abord le caducée, donc la médecine, évidemment, quand tu travailles dans un LABO pharmaceutique, c'est lié forcément au monde de la médecine. La femme qui intervient, c'est donc elle, d'accord? Finance et commerce. Il y a eu, et je le décris dans l'extrait un petit peu biographique qui explique un petit peu son combat, sa vie, d'accord, des choses qui ont été continuées et dans d'autres scandales aussi. Il y a des choses qui sont continuées. Pourquoi? Parce que ça représente une masse, surtout quand c'est vendu sur plusieurs continents, une masse financière importante. De toute façon, ne rêvons pas, que ce soit positif ou négatif, quand il y a investissement dans une création médicamenteuse, ça, c'est parfois un investissement qui est conséquent. Un coût de fabrication, emballage, distribution, transport, conséquent. Ok. Et je pense qu'ils avaient investi plus que prévu
dans certains produits qui malheureusement n'ont pas fait leur preuve, qui encore malheureusement plus ont été désastreux, c'est-à-dire qu'ils ont soigné un truc, mais à côté il y a eu d'autres catastrophes. Et donc peut-être, je dis bien peut-être que certains produits ont été maintenus parce qu'ils voulaient impérativement, on va dire entre parenthèses, avoir un retour sur investissement. Ça impliquait aussi des... Excusez-moi, il y a un téléphone qui a sonné. Il y a toujours de l'ambiance dans les tirages. Donc, il y a aussi eu des grosses institutions, des agences de santé, des ministères qui sont liés à la santé, dont les membres ou les ministres ou voilà des représentants de chambres, des parlementaires, Dieu seul sait quoi, avaient aussi des actions ou placé des financements dedans, des États entiers, des gouvernements entiers dans le monde, d'accord? Et à un moment donné, ils ont essayé de faire une enquête concernant cette personne. On a essayé de trouver des failles. On a essayé de creuser dans son passé, bien qu'il faut savoir que dans ce domaine-là, et pour cause, parce que je connais une personne qui travaillait dans un très grand LABO, qu'elle a quitté, je précise, depuis plus de 20 ans, ok, donc pas de polémique là-dessus, qui a dit, mais elle a jamais vécu un tel... on va dire que l'entretien d'embauche, c'était un interrogatoire, quoi. C'est un truc de dingue. Donc voilà, il y a des clauses de contrat, enfin c'est un truc complètement dingue. Donc je pense que Brandy, dans cette situation, quand elle a commencé à ruer dans les brancards, ils ont essayé de trouver une faille pour pouvoir la stopper. Il y a eu aussi de l'observation, de la surveillance. Alors je voudrais quand même préciser, et pour ceux qui ont un peu de connaissances et de culture dans le domaine, ce type d'entreprise, mais pas que dans le domaine de la pharm-ACI, tout ce qui est des très grandes entreprises ont leur propre service de protection, de sécurité et d'observation de leurs employés. Ok. Alors du côté, on va dire tout à fait normal, c'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite de données, d'informations, même de recettes, quoi, de création, ce qui est un peu normal. Tu vas pas créer un truc pour que un de tes employés le vende à un concurrent, parce que c'est catastrophique dans ces cas-là. Et dans le domaine de découvrir des molécules pour des nouveaux produits, c'est ce que disait il y a 30 ans un étudiant qui était en pharmacie, m'a dit, c'est un système de mafieux, quoi. C'est tu me bouffes pas mon territoire, je vais essayer de vendre plus que toi, enfin c'est assez infâme, ok. Donc il y avait surveillance, il y avait aussi des surveillances. Elle risquait de faire tomber du très gros monde. Elle risquait de faire scandale par rapport à des gens qui ont, je dis bien peut-être, touché des pots de vin, des choses comme ça. Ça existe, hein, faut arrêter de croire qu'on vit dans le monde des bisounours. Et qui, si on découvrait la vérité, risquait de tomber très sérieusement. Et quand c'est du beau monde, quand ça concerne un gouvernement, là ça devient chaud, quoi. Là ça devient chaud, surtout en ce moment. Elle a parlé dans les médias, sauf qu'elle a dit les choses en trop, les choses qui dérangeaient vraiment. D'accord. Et à un moment donné, elle a peut-être, en dénonçant certaines choses, elle a fait délier les langues, ce qui n'a pas plu du tout. Et elle a signé, si vous voulez, pour moi, je dis bien pour moi, la sanction, parce qu'elle a mis en colère. Le feu représente la colère. Elle a mis le feu aux poudres qui risquait de provoquer l'effondrement, la chute, l'écroulement de certains pans
de certains domaines, de certaines créations, où ils avaient peut-être tellement investi à l'intérieur. Vous savez, chaque LABO a son produit phare, d'accord? Il y en a un qui vend encore, je crois il est encore en vente, un antidépresseur, mais c'est le plus vendu au monde. Donc oui, c'est le produit phare de ce LABO. Il y en a d'autres, ils ont la main mise sur des produits qui sont hyper prescrits, hyper vendus. Mais qui ont aussi le monopole par rapport à une pathologie. Ok. Elle a aussi, je pense, entendu des choses concernant certaines maladies, concernant certaines épidémies, des épidémies d'effets secondaires, d'accord. Elle a peut-être eu vent de certains VACCINS qui n'avaient aucun effet, certains où ça arrangeait bien qu'il y ait des épidémies, vous voyez ce que je veux dire, pour pouvoir vendre leurs produits. Elle a découvert des choses sombres, des choses dans l'ombre, des choses cachées venant de ça. Elle a découvert du lourd. Ce qu'elle dénonçait par rapport à là où elle avait travaillé, ce n'était pas juste... comment vous dire? Elle n'avait pas juste découvert ça, le scandale par rapport à là où elle travaillait. Moi, ça me dit qu'il y avait des gens qui travaillaient dans d'autres entreprises qui dénonçaient aussi des choses, qui étaient en contact avec elle. Et associé, ça allait vraiment devenir explosif. D'accord? Il y a eu effectivement quelque chose, une machination. Il se doutait aussi qu'elle tirait ploter contre eux. Pour eux, c'était une trahison, un complot. Voilà. Et pour la personne qui se demande si c'était une mort naturelle ou provoquée, bah, c'était une mort provoquée. Ce qu'ils disent par rapport à son décès, si on s'y connaît un minimum, tu as des signes avant-coureurs bien avant, des douleurs bien avant, récurrentes, chroniques, de plus en plus fortes, d'autres symptômes encore, et crois-moi que c'est très rare que tu meurs directement d'un truc comme ça. Parce que auparavant, tu as des soucis qui t'handicapent réellement. Ensuite, j'ai posé la question de savoir on va dire ces derniers mois et les effets après son départ, ce que ça va faire. J'ai pas fixé une durée. Son défaut a été d'être excessive. Elle aurait dû être, et ça se verra dans les cartes, j'ai demandé un message, elle a été excessive. Elle a manqué de prudence. Elle a été aussi excessive dans son travail. Il y a eu de la fatigue, de l'épuisement nerveux, physique, d'accord? Et elle a été dans l'excès parce que c'était comme un effet boule de neige. Elle voulait dire un maximum de choses parce que dans sa tête, il s'agissait d'éviter un maximum de catastrophes. Elle a travaillé beaucoup plus.
Moi, j'ai le flash où elle est quelque part. Il y a plein de papiers, il y a il y a un ordinateur ou deux ordinateurs. Enfin, c'est une salle, c'est un fatras sans nom. Où elle a plein de rapports, de documents, de photos, de courriers, il y a plein de choses, d'accord? Et elle était limite un ermite à faire ses recherches, à taper ses rapports, à faire ses analyses, à faire voilà, ok? Dans son travail, elle travaillait énormément. On a une sorte de notion de labyrinthe, d'accord? Où elle était oui, elle tournait, vous savez, comme les labyrinthes avec les petites souris. Elle tournait là-dedans en boucle, elle faisait marche arrière, elle reprenait un truc, elle se relançait dans un autre. Et puis malheureusement, il y a eu son départ. On voulait la forcer à accepter coûte que coûte. Alors ça me dit qu'on a essayé de faire pression, ce qui est le cas, hein, mais au début on a essayé de payer le silence, qu'elle a refusé, par acquis de conscience, ok. Ça me dit aussi que on voulait faire accepter des fausses données aux gens, c'est-à-dire d'amoindrir le nombre d'effets. Ok. Ça me montre qu'il faut aussi se mettre à l'évidence que beaucoup de lanceurs d'alerte dans différents domaines, hein, je ne parle pas que dans ce domaine, dans différents domaines, beaucoup de lanceurs d'alerte resteront sur le carreau. Mais que dans tout ce combat, il y en a une qui percera, qui fera briller la lumière sur la vérité. Dans ces échanges, et elle a été par contre très prudente dans ces échanges, elle a été extrêmement prudente. Il y a des gens qui lui ont fait des cadeaux par rapport à d'autres officines où ils lui ont donné des rapports similaires de problèmes qui n'étaient jamais pris en compte. Elle a laissé des cadeaux à certains. On me dit même qu'elle était en secret, il y avait des gens qui l'aidaient en secret, extrêmement discrètement, où elle avait dit si jamais il lui arrive quelque chose, qu'il devait remettre avec des consignes très claires et très précises pour qu'il n'y ait pas de traçabilité et qu'elle ne mette pas d'autres personnes en danger. Elle leur a transmis des rapports, différents rapports. Ça provoquera un effondrement. La vérité sortira. Et dans tous les domaines, je l'ai toujours dit. Suite à ça, il y aura des interrogations, des interrogatoires, des commissions d'enquête. Et beaucoup vont se disputer. Alors, au sein des entreprises incriminées, où ils vont dire ouais, non, mais c'est pas de ma faute, c'est lui. Vous savez comment c'est, hein, quand on demande des comptes, alors là, c'est la débandade, il n'y a plus personne. C'est pas moi, c'est lui qui m'a demandé. Il y aura aussi, face aux scandales qui sont révélés et aux chutes que ça va impliquer, ceux qui se croiront à l'abri. Alors évidemment, ils ne sont pas tous mauvais, d'accord? Ils ne sont pas tous mauvais. Même dans des sections de recherche, ils ne sont pas tous méchants, ils ne pensent que... c'est ce que j'ai dit à l'époque pour les OGM. Il y en avait qui, en créant ça, étaient persuadés qu'ils allaient sauver le monde de la famine. Et je suis encore persuadée à ce jour qu'il y a des chercheurs, des scientifiques qui sont persuadés d'avoir pu sauver le monde par rapport à ça.
Est-ce qu'on peut leur jeter la pierre en disant ouais, ils n'ont pas vu venir, qu'il y aurait des problèmes, machin, patin, couffin, qu'il faudrait des produits, que ça, il y aurait des problèmes, oui, parce qu'on le sait, dans l'environnement, on le sait qu'il y a des problèmes avec ça. Je pense qu'ils n'ont pas réfléchi à toutes les conséquences, ils ont été trop pressés, que certains, on leur a mis la pression parce qu'on a dit ouais bon là ça fait 30 ans que vous êtes dans le labo, là faudrait peut-être lancer le produit parce que vous nous coûtez un bras quoi. On aimerait un retour sur investissement. Et le gros problème, je vais vous dire par rapport à ces grosses entreprises, c'est même pas les chercheurs ou les employés, même parfois pas le directeur, parce que j'en ai aussi connu un, là, un très gros labo. Très bien. Je vous assure, hein, ça va vous choquer. Le monsieur, il est très bien. C'est un laboratoire de recherche. Ce monsieur, c'est un monsieur en or. Hein, je vous assure, il a le cœur sur la main. Retraité depuis assez longtemps. Je citerai pas le labo. Qui est vraiment génial et qui ne pense pas à mal. Je vous assure que c'est vrai. Le problème dans l'histoire, et c'est pas que dans le domaine de la science, de la médecine, de la pharmacie, c'est les actionnaires. C'est les actionnaires. Ils veulent de plus en plus vite un retour sur investissement très rapide et surtout conséquent. En clair, ils investissent 1 euro, ils veulent en avoir 100 000 dans la semaine qui suit. Et à ce niveau-là, mais réellement à ce niveau-là, des actions dans tous les domaines, que ce soit la médecine, la science, l'alimentaire, le bancaire. À un moment donné, les cocos, faut vous calmer. Il y en a qui investissent dans le bâtiment, ils n'ont pas encore posé 3 briques, que ça y est, ils veulent déjà le building avec le tapis rouge et l'inauguration. Là est le problème. Et je pense que c'est devenu tellement envahissant, c'est devenu une telle pression. Je suis même certaine qu'il y a des gens qui disent « je te lâche 1 million en action, mais tu me fais un... » Je suis sûre que ça se fait. Alors je dis pas que ça se fait en France ou en Europe, mais je suis sûre que ça se fait. Je te lâche 1 million en action, donc t'imagines 1 million. Bon, c'est peut-être rien par rapport à certains projets où il faut des millions et des millions. Mais par contre, dans le contrat, je veux un retour sur investissement avant telle date, parce que sinon, tu me dois encore plus. Ce qui, de mon avis, est totalement illégal, mais que ça se fait. Et là est le très gros problème. J'estime aussi que les actionnaires prioritaires, parce qu'on ne pourra jamais, je pense, corrigez-moi si je me trompe, je pense qu'on ne pourra jamais éviter l'actionnaire, les actions. Mais d'un point de vue qui m'est tout à fait personnel, j'estime que les actionnaires devraient être avant tout majoritaires et prioritaires, ceux qui travaillent dans une entreprise. Parce que seuls eux savent. Surtout, vous savez, des actionnaires qui ont de la bouteille dans une entreprise, qui ont commencé comme simples ouvriers, sont devenus contremaîtres, et puis ils ont monté. Parce que ces gars-là, ils avaient leurs mains dans le cambouis. Ils ont bossé des fois en 3-8, ils ont tout vu. Les pannes dans les chaînes de production, les problèmes des emballages, les problèmes liés au transport, et patins et couffins. Ces gens-là, ils connaissent l'entreprise. Ces gens-là, moi je connais des gens, et je suis sûre que vous qui m'écoutez aussi, vous connaissez des gens qui ont bossé dans des entreprises plus ou moins grandes. Ils ont tellement tout fait qu'à eux tout seuls, si on les dupliquait, les mecs, ils font tourner la boîte. Ils font tourner la boîte tellement. Ils ont fait de postes, ils ont évolué là-dedans, ils ont évolué au travers du temps. C'est eux qui devraient être les premiers. Et les premiers servis surtout. Après, c'est un point de vue tout à fait personnel. C'est un petit peu facile de dire
Ouais, demain, j'investis. Allez, dans l'aéronautique. Moi, Morgane, l'aéronautique. J'y connais rien. Je n'y connais rien. D'accord? Je vais pas me la raconter, je n'y connais rien. J'y connais rien. Est-ce que c'est moi, en tant qu'actionnaire de l'aéronautique, qui peut décider de certaines choses? Alors, j'ai même jamais mis les pieds dans une entreprise. Je sais même pas comment ça fonctionne. Et de mettre la pression sur tout un truc. Et de dire, ah ben non, hein, vous augmentez pas vos ouvriers là qui sont en train de galérer dans des ateliers à monter des pièces. Moi, c'est pas mon problème. Hein. Les mecs, ils galèrent, la vie augmente. Non, non, ils restent au SMIC pourvu que moi, j'ai dans mes actions 10, 15, 20 millions plus par mois. Est-ce que ça, c'est normal? Dites-moi. Voilà. Mais on va revenir à Brandy Vaughan, d'accord? C'était juste une parenthèse. Ouais, Momo, t'as encore fait du blabla, là. Non, il fallait que je le dise parce que je pense que c'est un truc qui a pourri à tout niveau, tant les petites entreprises que les lobbies. Voilà. Mais comme dit, ce n'est que mon humble avis. Donc, il va y avoir des disputes parce que quand il y a des LABO qui vont s'effondrer, l'autre, il va venir, oh purée, vas-y, je te bouffe ton marché parce que c'est des requins entre eux. D'accord? Mais il va y avoir aussi des comptes à rendre par rapport à la santé. Des choses qui sont extrêmement graves et il y aura des punitions. Je dis pas attention que tout le monde sera puni. Je dis qu'il y aura des punitions. Parce que certains savaient, ou dans des, vous savez, dans des sections de LABOS, les gens qui testent les produits vont dire attendez, c'est pas tout à fait au point, on n'est pas. Et que derrière, toute la branche commerciale, la branche financière va dire non, non, hein, it's time, ping time out, allez hop, on balance le truc, on verra bien. Ça va être, ça va se taper dessus. Ce qui me choque un petit peu, c'est que il y a des très gros LABOS. Quand tu vois les bénéfices qu'ils font, oh les gars, on n'est pas à 6 mois près. S'il faut attendre 6 mois pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, on attend 6 mois de plus. Et on anticipe déjà parce qu'on a un doute sur le truc. D'accord? Voilà. Ça va remettre beaucoup de choses en question, mais pas que Nancy Vaughan. Hein. Claire Sévrac l'a fait. Il y a plein de gens qui l'ont fait et qui le font encore. Et c'est pas fini. Il y a des gens qui vont témoigner. Et il y en a aussi qui voient les problèmes qu'il y a ailleurs, qui commencent à préparer leur défense, leur protection. À imprimer des emails, à dire « Mais attendez, moi j'avais prévenu ». Moi je comprends que le petit gars là, qui avec ses petits flacons, ses petits trucs, son petit microscope, qui a prévenu, mais il n'a pas envie de payer pour les autres alors qu'il disait « Attendez, attendez les enfants là, moi j'aimerais bien être sûr qu'il n'y ait pas de problème ». Vous voyez ce que je veux dire? J'ai demandé par rapport à ses vies antérieures. Elle a connu le monde déjà de la médecine en tant que guérisseur. Elle a connu la vie communautaire. Elle s'était promis que la vérité serait toujours transmise. Le savoir serait transmis. Et ça m'a montré aussi que à l'époque, on soignait tout le monde. C'était pas une question de moyens. Tout le monde était soigné. Que ce soit le chef d'une tribu ou le petit pauvre qui est un petit peu à l'écart de la tribu, qui est un petit peu isolé, qu'il était vieux, que quand on se déplace, c'était compliqué pour lui, il serait emmené, il serait soigné. Et c'est ce qu'elle n'a plus trouvé dans cette vie. Surtout aux États-Unis. Ensuite, j'ai demandé s'il y avait des messages à transmettre. Je
pense que là, normalement, vous arrivez à voir. Fidèle, dévoué, protecteur, craintif. Planifiez soigneusement avant de passer à l'action, mais lancez-vous. Ça me dit que son truc, c'est que au début, elle avait peur de rien. Elle se disait, je vais foncer dans le tas. Je connais cette boîte, je sais comment ils sont. On ne connaît jamais assez les réactions des gens. Faites attention aux détails. Elle n'a pas été assez prudente par moment. On avait peut-être déjà des doutes quand elle était encore dans cette entreprise. Peut-être que dans le jargon populaire, elle l'a ramené trop. Elle a attiré l'attention sur elle. Attendez le moment idéal. Elle a été trop précipitée par moment. Elle a un peu brûlé la bougie par les deux bouts. Un ange gardien ou une personne veille sur vous. Je pense que comme Claire, elle va faire des signes, elle va protéger des gens par moment parce qu'il faut que la vérité sorte. J'ai le rêveur, un nouveau départ. Faites-vous confiance. Ignorez vos peurs et lancez-vous. C'est vrai que quand on voit, même à l'époque, les lanceurs d'alerte dans l'environnement en Amérique du Sud, on l'ignore de trop en Europe. Beaucoup de gens l'ignorent. Il n'y a que des gens qui s'occupent d'actions, mais au niveau planétaire, environnemental. Je parle de la vraie protection environnementale, pas celle qu'on essaye de nous vendre actuellement. Il y a des gens que ça a refroidi parce qu'en Amérique du Sud, notamment, il y a eu des mois, il y en a quand même 3, 4, 5 qui sont morts assassinés. Parfois, c'était des carnages de groupes, de groupes ou de tribus qui s'installaient dans un lieu où ils devaient construire un barrage ou faire autre chose. En une nuit, c'est vite massacré. Hein. Dans une forêt dense comme l'Amazonie, voilà. D'accord ? Ça a quand même refroidi des gens parce que il y a des gens qui ont fait marche arrière ou qui ont mis du temps à dénoncer les choses parce que ça fait quand même des années que des lanceurs d'alerte disparaissent, soit ouvertement assassinés, soit suicidés ou accidentés, d'accord ? Ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision, suivre son propre cœur plutôt que d'essayer de rendre les autres heureux, prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. Justement, son combat implique de croiser le fer, de rentrer, d'aller au combat, d'accord ? Il y a des gens qui voudraient parler mais qui ne peuvent pas. Parce qu'ils ont une famille, ils ont peur pour leur famille, ils ont peur pour leur entourage. Des gens qui ne veulent pas. Moi, je comprends que c'est... Je ne vais pas jeter la pierre à ceux qui ne se lancent pas. C'est David et Goliath, quoi. C'est tu gagnes, tu perds, quoi. Tu t'attaques quand même à une pieuvre. Dans tous les domaines. Là, on parle des LABOS au niveau pharma, mais dans d'autres secteurs, croyez-moi que c'est pas beaucoup mieux. Hein. Même au niveau de policiers, qui dans des villes, notamment, je pense en particulier au Mexique, c'est chaud. C'est très très chaud. Même des juges, des avocats qui sont menacés de mort. Quand ils font des arrestations. Le juge Falcon. Voilà, faut avoir du cran, faut avoir des coronas, on est bien d'accord. Suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Ça implique un sacrifice. Quand tu t'attaques à du lourd, le message que moi j'ai, c'est un sacrifice que... En fait, il faut que si tu t'attaques
à une telle situation, il faut d'abord mettre ta famille à l'abri. C'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. C'est à un moment donné, elle s'est éloignée. Tu as intérêt, en fait, le message, c'est tu as intérêt à mettre tout le monde aux abris. Ce qui a des conséquences extrêmement importantes. Si tu as un certain âge, que tu as des grands-enfants qui ont déjà un boulot, qui sont déjà ancrés dans une ville avec une vie de famille, c'est lourd. Tu sais qu'on peut s'attaquer, si on n'arrive pas à t'atteindre toi, on va s'attaquer à tes enfants. Dire à tes enfants, bah voilà, je vais balancer une véritable BOMBE parce que des gens sont en danger, mais vous allez devoir changer de vie, voire changer de pays, vous faire oublier. Mais c'est un truc de dingue. On est bien d'accord. C'est un truc de dingue. Ou de dire, voilà, vous allez vous risquer ces problèmes-là. Il faut tout préparer en amont. Prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. Elle en a beaucoup voulu aux gens qui pouvaient l'aider, qui étaient dans le déni. Qui étaient dans le déni, mais par confort financier. Ça me dit des gens qui gagnaient très très bien leur vie et qui ont fermé les yeux, sachant que ça allait faire des victimes. Ça, elle était, je pense, furieuse après ça. D'accord ? Son défaut aussi, c'est qu'elle a suranalysé certaines situations au détriment de sa protection. C'est un choix très difficile d'être un lanceur d'alerte qui s'attaque à des très gros scandales. C'est un sacerdoce et t'as beaucoup à y laisser. Et tu finis en martyr. N'ayons pas peur des mots, tu finis en martyr. Ça me montre l'époque romaine. Ça me montre les arènes. Ou parce que tu étais chrétien, tu étais sacrifié. Rien n'a changé dans aucun domaine. Le monde est devenu à nouveau ces civilisations de grandeur et décadence où à un moment donné, c'est monté très haut, c'est parti en vrille et tout s'est effondré. Et des gens meurent pour apporter la vérité. Le nier, c'est d'être d'une mauvaise foi, mais hors norme. Voilà. J'espère que ce tirage aura plu à la personne. Je crois que faut surtout ne pas les oublier, ces gens. Quand la justice, la vraie, sera rétablie dans ce domaine, parce qu'il y aura de tout, hein, on va accuser à tort et à travers, à juste raison ou non, on va être dans un vaste ouragan. Mais je pense qu'après, quand la vraie justice sera faite, il ne faudra pas oublier Nancy Vaughan, Claire Séverac et tellement d'autres gens. Même des gens d'autres pays qui ont été de simples Amérindiens d'Amérique du Sud qui se sont battus contre le massacre des forêts amazoniennes. Il ne faudra jamais oublier leur nom. Il ne faudra pas oublier le nom même de policiers qui ont fait des enquêtes pour arrêter des trafics et qui sont morts pour dénoncer des choses. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt.